Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Mathéo Et déjà tous. et de Mathias. Bonsoir les gars. Alors aujourd'hui c'est notre première émission de foot, Tiki Talk. On va essayer de poster régulièrement. Et donc là oui c'est la première émission. Et je vais vous présenter d'abord les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc d'abord on va parler du match Arsenal vs Atletico, le match aller-retour. On va faire un petit bilan de cette confrontation. Ensuite, on va parler du grand match Bayern Munich vs PSG et pareil, on va faire le bilan. Et donc ensuite, on fera notre prono de la finale de Ligue des Champions du coup qui va opposer Arsenal et le Paris Saint-Germain. En quatrième partie, on va aborder les groupes de la Coupe du Monde. On va faire nos pronos, on va parler un peu des équipes favoris, les flops et tout ça. Et on terminera par un petit mini-jeu. Donc j'espère que vous allez kiffer cette émission. Et on va commencer sans plus attendre. Donc Arsenal Atlético de Madrid, ça s'est achevé sur un but de Saka au bout de la 44e minute. Le match il a été assez fermé, je sais pas ce que vous en avez pensé. Par exemple Mathias, toi tu t'en as pensé quoi du match? Deux équipes qui jouent vraiment défensif, hein. Euh, C'est Comme vrai le jeu directement. C'est Et, vrai que c'était assez fermé. Le match aller, je trouve, il était un peu plus plaisant quand même que le match retour. On a eu un Atlético de Madrid qui a dominé sur le match aller et qui là, je trouve, a été plutôt décevant. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, Mathéo. Ouais, moi j'ai vu beaucoup de fatigue lors de ce match, mais on peut voir que les deux équipes étaient coude à coude, comme on peut voir notamment avec la possession qui était à 54% pour Arsenal et 48% pour Madrid. C'est Donc vrai ça en dit long que sur l'état du match. en regardant les stats, on voit que quand même au match retour, Arsenal a plutôt dominé en regardant les stats, mais en vrai de vrai, il n'y a pas eu non plus grand-chose. ouais, c'est Euh, serré encore. c'est ça, il n'y a pas eu. Bon, il n'y a pas non plus de grosses stats qui se démarquent à part les tirs, mais en même temps, les tirs d'Arsenal, je trouvais que c'était surtout des tirs de loin. Euh, mais il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions dangereuses. Mais après, si on voit que le corner, bon, encore une fois, c'est Arsenal qui domine avec 5 corners, mais bon, on est habitué avec Ouais, eux. bah, ils font tout ce qu'il faut nécessaire à chaque fois. Enfin, ils vont au plus simple, mais quand on voit leur dernière confrontation en Ligue des Champions, match nul contre Leverkusen, puis victoire, match nul contre Sporting, puis victoire. Donc, ils Ouais, c'est font le vrai que minimum, mais ça passe à chaque fois. C'est assez propre quand même. ouais, à chaque fois ça passe de peu, mais souvent le match retour, ils arrivent à se débrouiller. Donc, comme je l'ai dit au début, le match il a démarré sur une domination d'Arsenal, hein. On peut dire que c'est Arsenal qui maîtrisait le ballon et l'Atlético de Madrid, on peut dire, hein, ils avaient mis le bus, mais c'est sur l'ouverture du score de Saka sur un ballon relâché de Oblak. Je sais pas s'il pouvait faire mieux, mais c'est Trossard qui tire et ça rebondit sur Saka qui termine cette action. Bon, bah, c'était pas le plus beau but hein, de la Ligue des Champions, je trouve. Et ensuite, Mato, je sais pas ce que tu en penses de cette action où Griezmann a été taclé dans la surface, qui aurait peut-être pu donner un penalty. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est un geste qui a fait débat. Et pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir, c'était péno. C'est C'était vrai péno. que je Euh, comprends le joueur, pas. il va dessus, il prend pas la balle, il prend le pied. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est limite. Mais après, c'est vrai qu'on va revenir un petit peu dessus aussi par rapport au Bayern PSG. Et à chaque fois, c'est des situations comme ça, des détails. Ça se joue à des détails finalement. Là, c'est dans le sens d'Arsenal, mais ça pouvait très bien être dans l'autre sens. Après, je pense pas que ça gâche le match non plus. Bon, c'est vrai Moi, je que suis persuadé que ça aurait pu changer le match. Ça aurait pu relancer une équipe. oui, ça aurait complètement changé le match. Mais je veux dire que c'est des effets de jeu. Et aujourd'hui, enfin, l'arbitre peut décider de siffler, l'arbitre peut pas décider de siffler. C'est ça qui est dommage aussi aujourd'hui, je pense. Mais bon, c'est comme Mm. ça. ouais. Et je sais pas vraiment la cause de pourquoi ça n'a pas été vérifié à la VAR et tout ça, parce qu'il me semble que c'est Gabriel juste avant, on le voit là, qu'il est à terre, où il y a eu une faute sifflée sur lui apparemment, mais quand je regarde le ralenti,
il y a clairement rien, il simule parce que je trouve déjà que tout le match, il a fait que ça, tomber par terre. Parce que je pense que c'est un très bon blagueur. Mais bon, donc pour vous, c'est assez mitigé. Penalty, pas penalty, bon, c'est pas encore acté. Genre, on ne sait pas encore forcément s'il y avait penalty ou pas. Mais bon, de mon côté, pour moi, ça méritait un penalty. On voit très bien que le pied, il s'attarde sur la cheville de Griezmann. Et c'est dommage hein, pour lui hein, de terminer sur une campagne de Ligue des Champions comme ça, en demi-finale. Alors que l'Atlético, ils avaient réussi à éliminer quand même le Barça en quart de finale sur une Ouais. confrontation aller-retour. C'était pas mal, je trouvais le match pas mal. Pareil, mais bon. On se pose toujours la question, est-ce que Griezmann peut avoir des gros regrets par rapport à sa carrière? Moi, je pense pas, hein. Non. C'est un autre débat en vrai, mais ouais, franchement, ça se questionne, non? Et puis, finir par une demi-finale, c'est pas si mal finalement. Ils ont fait un beau parcours, comme tu dis, face au Barça, donc ils ont pas de regrets à avoir, je pense. Et aujourd'hui, ça passe, ça se joue un but, donc Ouais, surtout que c'est ils peuvent pas être le fiers quand but. même. C'est pas le plus beau but qu'on ait vu, mais bon, c'est un but comme un autre. Ça a permis à Arsenal de gagner ce match. Rice qui a terminé donc MVP. On a pu voir que bah, c'était lui clairement la pièce maîtresse. Hein. Tous les actions partent de lui. On sait qu'il fait partie du top 5 des milieux de terrain actuellement. Je sais pas si vous pensez à la même chose que moi, Mathéo, par exemple. Oui. Oui, je pense que il a large sa place. Top 5 et même Ouais, Actuellement, plus. en tout cas, actuellement. il y a un Arsenal avec et sans lui. C'est sûr que c'est un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui. Et puis, comme on le voit, Arsenal a des résultats, c'est aussi grâce à lui. J'ai un peu le seum, mais il aurait pu signer au Bayern à l'époque. C'est vrai. C'est dommage, mais ouais, c'est un très très bon joueur. Ouais, là je pense qu'il peut. Je sais pas si on peut le dire, mais il peut être un prétendant peut-être au Ballon d'Or si Arsenal gagne la Ligue des Champions et que Ouais. l'Angleterre va loin au. J'attends encore un peu qu'il soit un peu un plus grand leader en équipe d'Angleterre, mais sinon, c'est vrai que c'est un très bon boulot. Ouais. Donc Rice, oui, pièce maîtresse de Arsenal. Et donc on peut terminer cette partie sur Griezmann donc qui était sa dernière campagne en Ligue des Champions parce que je sais pas si vous le savez mais il va partir cet été en MLS à Orlando. Euh, et donc c'est triste pour lui même si du coup comme le disait l'Atlético de Madrid c'était un très beau parcours pour lui et je crois que c'est un des meilleurs en tout cas à part en 2016 là face au Real quand ils perdent en finale mais sinon depuis ils sont jamais allés aussi loin. Donc je sais pas ce que vous en pensez sur Griezmann. Est-ce que c'est un peu triste ou vous pensez que c'est suffisant pour lui, ce qu'il mérite entre guillemets? Non, non. Après, je pense que il a marqué l'Atlético, mais pas seulement. Il a marqué l'Espagne. Il a fait toute sa carrière en Espagne jusqu'à maintenant. Avec l'Atlético, c'est 495 matchs. Et moi, je pense que malgré qu'il se soit arrêté en demi-finale, il aura marqué à vie et pour toujours l'histoire du club. Est-ce que pour vous c'est la plus grande légende de l'Atlético de Madrid? Ah bah, c'est compliqué après, je sais pas, Ouais. je connais pas exactement les vieux joueurs. Et Alors peut-être peut-être du que- 21e siècle on va dire. après, quand tu Mm, penses Atlético, tu penses pas forcément à un joueur. Un- Ouais, c'est vrai que c'est plutôt oui, oui, limite parce que même le coach. C'est Simeone peut-être Ouais, aussi. Ou même leur Simeone, style de oui, c'est jeu. sûr, celui c'est une légende de son club, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, par exemple, je considère comme peut-être pas la plus grosse légende de l'Atlético, même si, par exemple, moi je trouve un Coquet, c'est peut-être une plus grande légende dans le sens où, bah déjà, je pense que c'est le même, la même durée à l'Atlético, mais surtout que je trouve que Coquet représente l'ADN du club. Enfin, c'est un guerrier oui, comme l'Atlético, alors que Griezmann, c'est plutôt, même si c'est un guerrier sur le terrain, il se bat tout le temps et tout, mais juste, je trouve son passage au Barça, ça met un petit truc. ça a coupé. Ouais, Ouais, c'est ça, ça. En ça a mis fait, un c'est que frein. ça. Voilà. En fait, je pense aussi que les supporters ils retiennent aussi surtout le fait qu'il soit parti à Barcelone. En fait, je pense à. Il serait pas parti à Barcelone. Je pense ok, on aurait pu le mettre une top légende. Même si malgré tout, oui, c'est une légende. Moi, je pense surtout que c'est une légende de nouvelle génération que toutes époques confondues. Mm. Exactement. Ok, ouais. Coquet, lui, il est resté fidèle.
dès le début. C'est vrai que c'est même Oblak, hein, on peut parler, hein, je pense Mm. aujourd'hui d'Oblak. Oblak, je trouve, c'est un gardien Oui. très sous-coté, hein. C'est souvent on compare, bon, je vais dire les Courtois, les trucs comme ça, même si il a peut-être pas le niveau de Courtois, mais sur la régularité, je trouve que depuis, allez, 10 ans, il fait largement partie des top 5 gardiens presque chaque année. Enfin, je sais pas si vous pensez la même Oui. chose, mais je pense qu'il est Oui. souvent Ouais, ouais. pas assez, comment dire, il est pas assez surestimé, alors que je trouve qu'il mérite largement dans un top 5 top 10 même des meilleurs gardiens depuis au moins 2010. Donc, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais bon. Oui, oui. Non, oui, exactement. Donc on va passer sur la deuxième partie de cette émission et c'est peut-être la plus croustillante si je peux dire. Bayern PSG. On voit sur cette image que Kane est très déçu, hein. On peut Ah, parler de aïe, aïe, aïe. d'une grosse déception, hein, parce que c'est quand même l'homme qui est souvent critiqué pour son palmarès, même si il a quand même gagné une Bundesliga la saison dernière. Euh, voilà quoi, c'est pas de trophée majeur encore avec Tottenham. Il a fait une finale de Ligue des Champions 2019 perdue. Depuis, il a changé de club, il est parti au Bayern. Et au Bayern, ça a du mal à passer du coup les demi-finales. Donc ça, c'est assez triste pour lui parce qu'il fait une saison extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, je pense Euh, que à la phase finale de Kane, il a prouvé à tout le monde qu'il pouvait être présent dans les grands matchs aussi, face au Real, face à l'Atalanta, face au PSG même, même s'il n'a pas été présent tout le temps, il lui suffit d'une action, il peut marquer. Je pense que depuis qu'il est au Bayern, il peut gagner tous les trophées, et je pense que l'année prochaine, il sera toujours de la partie. Donc ouais, c'est un grand c'est ça. attaquant, Moi je trouve et qu'il peut-être est, une grosse saison. il est un peu trop critiqué dans le sens où les gens disent que par exemple face à Paris ou même face au Real, il n'avait pas été présent. Mais moi je trouve que le but de l'attaquant c'est pas forcément aussi d'être toujours là, même si Kane il a cette faculté à toujours décrocher tout ça et aider les milieux de terrain. Mais là Ah par oui, ben exemple, ouais. vas-y. Quand on voit face au Real Madrid, quand le Bayern gagne 4-3, il est en défense presque lui. Quand tu vois quand tu compares avec Mbappé, Vinicius, Exactement. eux, ils font même pas l'effort de revenir. Quand tu vois ça passe aussi pour Luis Diaz face au PSG pour le but du 5-4 là, Ouais. au match aller, elle est exceptionnelle quoi. Et il y a très peu de joueurs, très peu de neufs qui peuvent faire ça en tout cas. C'est pour ça que je trouve que actuellement c'est peut-être le meilleur numéro 9. Enfin, je vois pas trop qui mettre parce que Mbappé, même si c'est un 9, voilà quoi. Je trouve qu'il est un peu trop personnel, que c'est un peu lui le problème du Real et tout ça. Donc, alors que Kane, je trouve que depuis qu'il est arrivé au Bayern, bah, il a. Depuis que Lewandowski il est parti, je pense qu'ils n'avaient pas trouvé un attaquant aussi fort que Harry Kane. Parce que c'est pas comment il s'appelle, Choupo-Moting qui, même s'il a fait du taf Ah oui, au bah, il a fait une Bayern. bonne saison. Choupo-Moting, hein, c'est pas si mal que ça en fait Ouais. finalement. Franchement, pareil, moi je trouve il est sous-côté Choupo-Moting, surtout sur son passage au Bayern. Mais bon, ce n'est pas le débat. On va revenir sur le match. Donc un partout sur ce match retour. Il y avait eu 5-4 au match aller sur peut-être la demi-finale du siècle. Enfin, ça c'est à vous de me dire dans les commentaires. Et donc dans ce match retour, il y a eu 1-1 avec l'ouverture de score de Dembélé à la troisième minute de jeu. Il a marqué sur une action, moi je trouve magnifique, hein, le 1-2, Gvardivelia et Fabien Ruiz, pour moi il était superbe. Et après la finition, bon, il aurait peut-être pu mieux la placer, mais en puissance et c'est passé. Je sais pas si vous repérez une erreur de quelqu'un dans l'action. Mathéo, tu penses, est-ce que l'action elle est, comment dire, est-ce qu'il y a un joueur qui est fautif sur cette action du Bayern? Non, non, moi je pense surtout c'est la qualité du PSG qui, pour le coup, là, a fait la différence. Surtout la qualité au milieu de terrain et surtout Kvaratskhelia qui nous a sorti encore un match de patron. Mais je Mhm. pense pas que ça soit une erreur du Bayern. C'est ça. Bah, moi, je trouve un petit peu quand même que le Bayern, au match aller, Stanisic s'est fait mélanger par Kvaratskhelia. Et là, tu peux pas le laisser avec autant d'espace. Il fait une 1-2 avec Upamecano et complètement dépassé, t'as l'impression. Et puis, bon.
C'est vrai Ouais, que je l'ai trouvé un peu passif sur ce début de match, mais parce qu'en plus, tu sais les qualités des adversaires, c'est pas comme si c'était le match aller. C'était au match retour, tu les connais déjà, mais c'est c'est ça. Bon, un peu frustrant de prendre un but comme ça dès le début. ouais, moi, je pense surtout que dès le début du match, le Bayern, ils se sont fait bouffer par l'intensité du PSG et sur la rapidité du milieu de terrain. Mais moi, je pense que le score, il aurait pu tout être différent, comme tu dis, s'il y aurait eu un peu plus de pressing et un peu plus d'intensité sur les joueurs du PSG. Ouais, on va faire un petit tour du côté des stats, plutôt équilibré, hein, 15 tirs de chaque côté. Paris qui a eu un peu plus de tirs cadrés parce que ils ont plutôt joué en contre-attaque et bah, souvent Paris quand ça tire ça cadre. Et je trouve que Neuer dans ce match il a fait un énorme match, hein. Franchement, pour moi, limite ça rivalise avec le match aller face au Real, hein. Il a sorti 2-3 belles parades, euh, comme celle-ci où c'est la tête de João Neves qui la place, je trouve pas mal. Il a Ouais, passé ça à c'est côté du pareil, ballon. au match aller, on se prend un but de la tête de Joao Neves. Tu peux pas laisser autant d'espace à un joueur? Pareil, ils se font avoir trop facilement, je trouve, défensivement, le Bayern. Et sur de la double confrontation, tu prends 5 buts. 5 buts, vraiment beaucoup trop, en fait, si tu veux espérer aller en finale. C'est vrai que c'est énorme de se prendre autant de buts, surtout sur coup de pied arrêté. João Neves, au match aller, il marque sur corner de la tête, et là, match retour, il a failli encore en mettre un. Je trouve que les joueurs du Bayern, ils n'ont pas été assez vigilants sur les coups de pied arrêtés. De toute façon, c'est leur point faible, hein, les coups de pied arrêtés, souvent, c'est pour ça qu'ils sont un peu critiqués de ce côté. Mais bon, Paris aussi, ils sont souvent critiqués pour ça. Match aller, ils sont pris un but de la tête de Upamecano. Là, ils ont eu la chance de pas s'en prendre, mais par exemple, j'ai une action là dans la tête, c'est Ta qui fait une tête, même si elle lui passe à côté, bah, il était tout seul, même pas il saute. Ça veut dire que vraiment le PSG, ils ont du mal à se concentrer aussi dans les coups de pied arrêtés, comme le Bayern. On va revenir aussi sur une action, c'était celle-là, celle de la main de Nuno Mendes face à où c'est Leimer qui contrôle le poitrine, l'emmène vers Mendes et Mendes stoppe avec la main. Décision qui est très critiquable, hein, parce que je pense que bah il y a clairement main et ça aurait pu totalement changer le match avec un deuxième carton jaune pour Mendes. Je sais pas si toi Mato tu penses la même chose que moi. Est-ce que ça mérite un deuxième carton jaune? Est-ce que pour toi c'est normal qu'il n'y a pas il y a pas de faute, rien? Bah, il y a un petit débat qui dit que Leimer l'aurait touché de la main avant, mais moi, quand je regarde les vidéos, la main, je la vois pas. Moi, je vois plutôt la poitrine. Exactement. Mais pour moi, il y aurait dû avoir un deuxième jaune pour Mendes. C'est non discutable. C'est limite, bah, ça m'étonne même pas que ça fasse polémique. Mm. Moi, je trouve que ça aurait pu totalement changer le match, hein. Mendes qui, bah, dans ce match, je trouve, il a été plutôt bon face à Olysée parce que Olysée, il a tenté, mais il voyait que Mendes était dans son match, donc il a plutôt essayé de, je sais pas comment dire, mais essayer de construire et pas forcément dribbler sur son côté comme il a fait à l'aller. Donc Mendes là, s'il aurait pris un deuxième jaune, je pense que ça aurait pu totalement changer le match. Et et donc cette décision, bah, moi je la trouve très critiquable et je comprends cet engouement qu'il y a sur les réseaux sur cette action. Deuxième action litigieuse, c'est cette main de Nuno Mendes, enfin de João Neves, pardon, où Vitinha dégage dans sa surface pour, je pense, renvoyer soit vers la touche, soit vers les joueurs du Bayern. Et Neves stoppe ce dégagement avec sa main. Qu'est-ce que tu en penses, ma chasse? Ah, là, c'est compliqué aussi parce qu'il y en a plein qui disent que la règle, bah, si c'est un de tes propres coéquipiers qui dégage, il n'y a pas forcément penalty. Après, maintenant, ce qui est le plus frustrant, c'est surtout le penalty sifflé à l'aller sur Davis. En fait, tu siffles pour Davis, alors que la règle a dit si ça touche le corps puis la main, il n'y a pas penalty. Et là, tu siffles pas en fait, alors que la main, elle est flagrante finalement. Après, c'est vrai que les règles sont un peu vicieuses, j'ai envie de dire. On a du mal à savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et c'est ça qui est difficile. Après, comme l'occasion d'avant, le Bayern
ne doit pas se cacher derrière cette décision arbitrale. Je pense que c'est pas la seule raison de l'élimination du Bayern. Ils ont pas assez bien joué tout simplement. Et c'est vrai que ça aurait pu complètement changer le cours du match. Ouais, moi je trouve que cette main elle est assez mitigée, c'est-à-dire dans le sens où les règles en fait elle est un peu bizarre où en fait cette situation elle arrive tellement rarement qu'on n'était pas prêt à voir ça et du coup on savait pas vraiment si s'il y avait main ou pas et du coup je trouve que peut-être dans le match surtout toi je pense Mathias t'avais dû être énervé parce que toi étant supporter du Bayern je pense que t'as vu ça tu t'es dit c'était un scandale mais bon après si les règles Ah oui, forcément. Il y a un petit peu de frustration, un petit peu de dégoût parce que il y a quand même eu pas mal de situations 50-50 qui vont tourner en faveur de Paris, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc forcément, un petit peu de frustration, mais bon. ouais. Et donc, le match continue. Cette première mi-temps, ça se termine sur 1-0. Deuxième mi-temps, Paris était un jeu plutôt défensif en se basant sur des contre-attaques. Et ça a mis du danger dans la défense du Bayern, hein. Il y a eu Doué qui a tiré plusieurs fois, où il y a eu une belle parade de Neuer. Il y a eu Kvara aussi qui s'est un peu amusé avec la défense. Il y a eu des grosses occasions du côté de Paris et je trouve que le Bayern, je sais pas si toi, enfin si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve que le Bayern il jouait peut-être trop en retrait, ils avaient du mal à imposer leur jeu et à créer des occasions dangereuses. Ben, pour moi, ils ont eu du mal, surtout à, oui, à approcher les cages du PSG. Mais ce qui a manqué aussi, pour moi, c'est les tentatives. Il a manqué de tentatives de loin. À chaque fois, il passait au Ouais, même endroit, mais il savait que ça passait pas. Et Mhm. pourtant, après 3 minutes après, il passait au même endroit et ça passait toujours pas. Donc, ouais, voilà. c'est ça. Il manquait beaucoup de tirs. Si on voit les stats tout à l'heure, il y avait qu'un seul corner pour le Bayern. Ils auraient dû beaucoup plus frapper, même si c'était des frappes de loin. Je veux dire, Des 25 faut mètres, 30 mètres, cadrer ouais. et le gardien peut l'arrêter, peut la repousser. Il peut y avoir un cafouillage, il peut y avoir un corner. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez tenté aujourd'hui. Diaz a beaucoup dribblé, mais je trouve qu'il n'a pas assez tiré. Mhm. On peut dire pareil pour Michael Olise. Et puis, ouais, face au bloc bas, c'est très compliqué pour le Bayern. Et si tu frappes pas de loin, je vois pas comment tu peux inquiéter le gardien adverse. Exactement. Donc après le Bayern Munich, du coup, bah, ils avaient la balle hein, de la 80e jusqu'à la fin du match et ils sont, on va dire, réveillés tardivement avec du coup le but de Kane sur une très belle passe, je trouve, de Kimmich. Je trouve cette passe, elle est pas assez valorisée parce que, enfin, je trouve que la passe, elle est tranchante. Enfin, elle passe toute la défense sur Davis là et Davis après fait une belle feinte. Je crois qu'il voulait la décaler à gauche, sauf qu'au final il l'a fait à Kane et Kane du coup il se retrouve seul. Et bah moi je trouve la frappe elle est magnifique, hein. Il a le dos couché et il arrive à sortir une frappe comme ça. Moi je trouve le but il est beau, hein. Enfin, je sais pas vous mais moi je trouve même s'il est dans la Ouais, surface ouais. il est sous-coté un peu, hein. Ouais, c'est un super but, mais après, c'est en fin de match, le but il arrive C'est trop ça. tard malheureusement. Et puis, je pense qu'il y avait un petit relâchement du côté de Paris, surtout avec tous les changements. Je pense que leur équipe était un peu déréglée défensivement. C'était très dur de passer là et malheureusement, ça arrive trop tard. Ça aurait pu changer quelque chose si on avait marqué plus tôt, mais on n'a pas eu le temps de pousser ensuite. Ouais. Donc après ce but, il restait allez 2 minutes et l'arbitre a sifflé. Il y a eu donc un partout au match retour, 5-6 pour Paris au cumulé. Donc Paris est en finale. Moi j'aimerais m'arrêter du coup sur la prestation de Pacho, hein. Pacho c'est, je sais pas si on peut dire aussi, mais peut-être top 1 meilleur défenseur. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté ce mec. Dans le match il se prend un coup de, de crampon de Kane dans la tête et direct après il se relève et il continue son match. Match patron, hein. Je sais pas si Matteo tu penses comme moi. Ben moi, pour moi, c'est la tête, c'est l'image du nouveau PSG, c'est le nouveau recrutement qui a été mis en place par les boards du PSG. Et on voit que ça marche bien, ça combine bien avec le milieu de terrain. Ouais, match de patron, rien à dire. Beaucoup. C'est vrai que franchement son match pas d'erreur j'ai pas vu d'erreur en tout cas de sa part. Souvent il sortait sur Olysée et du coup bah Olysée il a été un peu gêné par Pacho mais
Franchement, peut-être un de ses matchs références à Pacho. Je sais pas s'il a déjà été homme du match, mais même sans ça, Pacho c'est extrêmement fort. Et du coup, Harry Kane, c'est triste pour lui, hein. Ouais, il fait une saison phénoménale. J'ai pas ses stats là, mais c'est extrêmement fort en Bundesliga comme Ligue des Champions. Je pense que Kane, c'est vraiment la référence cette année en attaquant. On va passer à la troisième partie. Et donc, la finale qui va s'opposer entre le PSG et Arsenal à Budapest le 30 mai du coup 2026. On va faire un petit topo sur les deux équipes. On va commencer par Arsenal. Arsenal en première ligue, ça joue gros parce que même si City ce week-end ils ont fait match nul face à Everton, du coup ça a donné une large avance à Arsenal. Ils sont toujours pas sûrs, il reste 3 matchs, hein, 3 matchs pas très compliqués dans le papier, mais Crystal Palace ça joue, West Ham ils doivent se sauver de la relégation, donc ça va être très très chaud. Moi, on m'a dit que Arsenal ferait saison blanche il y a 3 semaines. Je sais pas si maintenant on peut dire la même chose, Mathias. Bah ouais, après c'est sûr que pour l'instant rien n'est joué pour Arsenal. Mais ouais, c'est vrai que Titi a un peu choc C'est vrai à cette journée-là. Maintenant, je les vois pas du tout favoris face au PSG. Après, ils peuvent me surprendre. Et là, 3 matchs, c'est vrai que ça va être compliqué pour City. Je pense qu'Arsenal peut le faire largement. En plus, la Ligue des Champions intervient après, donc ils vont jouer toutes les semaines. Et ils vont pas jouer avec des matchs en milieu de semaine, donc ils auront tout le temps de se reposer. Et je pense que ouais, là, ils peuvent croire au titre. Ouais, et là, j'ai du coup le classement sous les yeux. On voit bien que City, même s'ils ont un match en retard, ils ont quand même, par exemple, s'ils gagnent 2 points de retard sur Arsenal. Arsenal, du coup, il rencontre 3 équipes du milieu de tableau, même fin de tableau. On, on pense, enfin, je pense que même que Arsenal, ils vont gérer cette pression et remporter la première ligue depuis très 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 longtemps. Bah, il me semble depuis 2004 ou 2005. Mais ouais, Arsenal, cette saison, ils n'ont jamais été aussi proches de la première ligue. À chaque fois, à 6-7 journées de la fin, ils faisaient beaucoup de défaites. Ils n'arrivaient plus à avancer, sauf que là, on voit bien hein, les 2 derniers matchs victoire. Et je pense que ça fait extrêmement du bien, hein, surtout que City de leur côté, ils ont fait 3-3 ce week-end. Ils ont eu chaud, hein, c'est Doku qui sauve cette fin de match avec un enroulé superbe. Mais c'est vrai que là pour Arsenal, c'est très bien parti. 2 joueurs qui, on pense, va peut-être changer le cours de la finale, on va dire les 2 hommes forts. Il y a Rice d'abord. Rice, du coup, comme on disait, peut-être meilleur milieu de terrain cette saison, pardon. Euh, Moi, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur d'Arsenal cette saison. Mais du coup, lui, il faudra le surveiller. Et Gabriel, le défenseur central, peut-être le meilleur aussi défenseur central du moment avec Pacho, hein. Je crois, il est top 5 meilleur buteur d'Arsenal cette saison, parce qu'il marque sur corner, mais c'est surtout un défenseur hyper solide, hein. Je pense que les attaquants du PSG ils vont avoir extrêmement de mal face à lui. Mais très très belle saison de sa part et on peut dire qu'il est top 3 meilleur défenseur cette saison. Côté PSG, je te laisse la parole Mathéo pour décrire un peu la saison vu que tu es supporter lensois. Est-ce que tu penses que le PSG ils peuvent craindre de Lens ou tu penses que c'est terminé la course au titre? Non, jusqu'à la semaine dernière ou encore 2 semaines, encore ça on aurait pu discuter, mais là le PSG, je pense qu'ils vont encore rappeler la Ligue 1. Mais là jusqu'au match de Arsenal, ils rencontrent Lens, oui, mercredi prochain. Donc encore ça fait 3 matchs en une semaine. Donc ça va empiler quand même pas mal de matchs. Donc des blessures peuvent arriver. Après Brest et le Paris FC, je pense contre le Paris FC, ils vont faire tourner.
Mais moi, je pense que malgré que Paris soit favori pour la LDC, la finale, euh, Arsenal peut quand même faire beaucoup de mal au PSG, comme par exemple, on en a parlé tout à l'heure, les défauts du PSG, c'est surtout ben, les coups de pied arrêtés, alors Mhm. que de l'autre côté, pour Arsenal, ben, c'est les points forts. Cette année, c'est quand même 20 buts sur phase arrêtée, 17 directement issus d'un corner. Euh, et justement, on y revient aux joueurs phares, comme ben, c'est le tireur, Declan Rice, et à la tête, ben, les défenseurs, Gabriel, Saliba, Gyökeres, ils sont là. Et pour moi, c'est là que le PSG, il peut avoir beaucoup de mal sur les phases arrêtées. Ouais, donc je fais pareil, un petit topo sur la Ligue 1 du coup. Paris du coup contre Brest où normalement ça peut le faire, mais comme a dit Mathéo, les blessures ça peut arriver et donc ça peut peut-être avoir un impact sur la fin de la Ligue 1 ou même la finale de la Ligue des Champions. Donc ensuite il se déplace à Lens. Bon, match très compliqué, hein. Par exemple si Paris perd face à Brest et que Lens gagne ce week-end. euh, Ça peut complètement relancer le titre ce match. Et ensuite le derby parisien pour clôturer cette Ligue 1. Ça peut être un très beau match. Paris FC qui font une belle saison. Paris ils doivent terminer sur une belle note avant la finale qui se déroulera 2 semaines après. Et du coup, classement de la Ligue 1, ça a 7 points, 6 points d'avance pardon, devant le RC Lens. Mais il faut que ce week-end Paris perde pour que Lens peut-être croit encore au titre. Mais bon. Pour les hommes forts de Paris, comment ne pas parler de Kvaratskhelia? Peut-être le meilleur joueur du moment en attaque avec du coup Kane en pointe, mais l'ailier, ça peut se débattre avec Olysée. Mathias, Olysée ou Kvara? Ah bah, là, le côté bavarois va me dire de choisir Ouais. Olysée. Ouais. Après, c'est vrai que Varane nous a fait très très mal. Euh, c'est presque incompréhensible, j'ai envie de dire, quand je voyais comment il passait à chaque fois. C'est pas possible. Vraiment, la défense, en fait, il est très très fort. Et bon, j'avais un peu de mal aussi avec la défense du Bayern. Et c'est vrai que au niveau de la palette de jeu, je préfère quand même Olysée. Je trouve qu'il a un plus grand potentiel. Moi, ce qui me fait peur avec Olysée, ce qui peut terrifier les adversaires, c'est que j'ai pas l'impression qu'il est à son plein potentiel. Je pense qu'il peut encore arriver à un autre niveau encore. Dans ses choix, il est super pertinent, mais je pense qu'il peut faire encore mieux. Je pense qu'il est en train de gagner de l'expérience aussi. Gvara, il a l'expérience de l'année dernière, mais Olysée, là, il est en train de la gagner son expérience. Et je pense que la saison prochaine, il va revenir aussi fort. Et je compte sur lui pour faire une bonne Coupe du Monde aussi. Gvara, maintenant, pour la course au BO, ben, malheureusement, il fait pas la Coupe du Monde. Donc, C'est vrai que. mais bon, il fait une très très bonne saison et c'est sûr en phase finale de Ligue des Champions, là, il est en train d'écraser toutes les équipes contre lesquelles il joue. Ouais, bah pour moi, Kvara, c'est peut-être meilleur que Olysée, mais peut-être pas sur cette saison entière, mais en tout cas, depuis la phase finale, la phase d'élimination, c'est très fort. Face à Chelsea, il est décisif, face à Liverpool, il est décisif, face au Bayern, il est décisif. C'est totalement stratosphérique. Le truc, c'est que comme tu as dit, on a l'impression, enfin moi perso, j'ai l'impression que les défenseurs, à chaque fois qu'ils jouent contre lui, ils sont nuls. Parce que il est tellement à l'aise techniquement que j'ai l'impression que il passe sans problème face aux défenseurs et les défenseurs ils sont toujours un peu à la ramasse. Là, c'était Stanisic qui était sur le but, il était un peu à la ramasse et en fait, il a cette facilité à attirer les défenseurs et à passer derrière, je trouve ça extrêmement fort. Et Ouais. ensuite, vas-y, t'as un dernier truc à dire? Ah ouais, ben, il y a le moment aussi où il fait un sombrero, je sais pas, à trois défenseurs du Bayern, là, Ouais, et il rate après enfin, Kim Min-jae revient, mais bon, c'est vraiment chaud. Enfin, je ouais, veux dire, Moi, je pense surtout que, pour le coup, moi, si je dois choisir entre Kvaratskhelia et Olysée, je pense que je suis le même avis à Mathias. C'est que Olysée, il est jeune. On voit que petit à petit, bah, il prend ses marques, il prend de l'expérience. Et je pense que là, sur les phases finales, ce qui a parlé entre Vara et Olysée, bah, c'est l'expérience de Vara. Mais je pense que Olysée, sans problème, bah, avec déjà la Coupe du Monde qui va arriver, il va prendre de l'expérience et il va prendre de la masse.
Ouais. Et on a choisi comme deuxième homme fort, du coup, Pacho, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, très gros défenseur. Il y aura un duel entre Gabriel et Pacho pour voir qui est le meilleur défenseur central cette saison. Mais ouais, Pacho, déjà que les attaquants d'Arsenal ont du mal, face à Pacho, ça va être très très compliqué, hein. Franchement, Kane, même s'il a marqué un but, il a eu quand même du mal avec la défense de Paris, même si je trouve que c'est la défense globale de Paris qui ont été très bons. Mais Pacho en fait partie et c'était vraiment le patron dans ce match. Mais ouais, Pacho, ça va Après, être. attention quand même, la défense de Paris a pris 5 buts contre le Bayern en 2 matchs. Donc, Oui. s'ils jouent comme au match aller, c'est-à-dire qu'ils jouent leur vrai jeu finalement, Arsenal aura de l'espace en contre, hein, donc il faudra faire très attention également. C'est vrai que Et, au match aller, ils sont pris. Match aller-retour, ils sont pris 5 buts, c'est pas normal hein, pour une équipe où on dit qu'il y a le meilleur défenseur. Je trouve que 5 buts c'est quand même énorme, mais bon. et puis Euh, même en Ligue 1, c'est jusqu'à maintenant, ça va faire 2-3 mois que c'est un but par match minimum contre le PSG. Bon, même s'il gagne après, mais ça en dit long déjà sur quand même parfois la fébrilité de la défense à certains moments, surtout en retour de mi-temps. mais après, moi je trouve qu'en Ligue 1, ils se relâchent un peu et c'est vrai que Paris, défensivement non plus, c'est pas la référence, même si bah, je trouve qu'ils ont quand même peut-être le meilleur défenseur cette saison, mais c'est vrai que Paris, défensivement, ça peut être assez faible, mais je trouve que l'attaque d'Arsenal aussi, c'est pas non plus la meilleure, hein. Face à l'Atlético, c'est 2 buts en 2 matchs, un penalty et un tapin de Saka, si je peux dire. Mais c'est vrai qu'Arsenal aussi, c'est pas la plus grosse attaque, donc en soi, ça va être, je pense, peut-être la meilleure attaque face à la meilleure défense et peut-être pas la pire attaque, mais une attaque assez faible face à Paris, qui a une défense quand même qui encaisse beaucoup de buts en ce moment. Je vais juste faire un petit tour sur les derniers matchs, enfin les phases d'élimination des deux équipes. Arsenal qui a eu un parcours très simple, hein. Il rencontre des équipes niveau Europa League, même si je respecte hein, énormément Leverkusen, le Sporting et l'Atlético. Mais c'est vrai que leur parcours, il fait pas non plus rêver. Alors que de l'autre côté, on a Paris, même si à Monaco, même s'ils ont beaucoup galéré face à Monaco, surtout le match retour, hein, ils ont eu énormément de mal. Mais après, c'est Chelsea, c'est Liverpool, c'est le Bayern, c'est Liverpool, c'était bon, même si c'est pas le Liverpool incroyable de Klopp ou même de la saison dernière, c'était quand même fort. Chelsea, ils les ont lavés, hein. Surtout le match retour. Le match retour, il y a eu une domination, même si Chelsea dans les stats ils ont été meilleurs, mais Paris, c'est tellement, comment dire, efficace devant le but Réaliste, que ils sont réalistes, ouais. c'est ça. C'est que presque chaque tir, c'est dedans. Ils ont une finition vraiment très efficace. Et enfin, Après, tu du coup, regardes Arsenal, c'est vrai que ils ont pris que 2 buts finalement. Ouais. Arsenal, c'est. Oui, c'est vrai que Arsenal, quand on regarde, c'est 2 buts en 6 matchs. C'est très très fort défensivement, hein. De toute façon, la paire Gabriel Saliba, je pense que c'est le meilleur duo d'Europe depuis 2 ou 3 saisons, hein. Franchement, c'est extrêmement fort, même si Saliba il se blesse de plus en plus. Enfin, surtout là, cette saison, il s'est beaucoup blessé. Mais quand on regarde un seul but pris face à Leverkusen, un but pris face à l'Actico sur penalty, je sais plus Leverkusen c'était quoi le but. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je sais pas sur recopier arrêté. Il me semble. C'était un but Si, bidon, il me semble. si, oui, je crois, ouais, aussi, c'est sur coup de pied arrêté. Donc c'est ça, ils se sont pas pris de but dans le jeu. Donc là où Paris est très fort. Donc franchement, ça va être un duel très intéressant. Moi, petit pronostic, là maintenant, je dirais quand même victoire de Paris. On va dire un 2-0 sur allez, un but de Gvara et de Dembélé, hein. Je vais pas le faire le mec original. Vous, pronostic? Ah, je vais dire victoire 2-0 de Paris. Voilà. Et buteur? Bon, Ah, je pense que je vais dire les Dembélé et Doué. Ok. Reçu 5 sur 5. Et Mathéo? 3-0 pour le Paris Saint-Germain, avec
pour moi, un but de Vitinha, Mhm. de Désiré Doué, et puis de Kvaratskhelia. Ok, merci pour ces pronos. On va donc passer à la quatrième partie. C'est la partie, ma partie préférée perso. La Coupe du Monde. Hop. Donc la Coupe du Monde, ça va débuter dans maintenant un mois et quelques jours, hein, il me semble, un mois et trois quatre jours. Ça commence le 11 juin, il me semble. Hmm. Oui. Donc on va... Moi je trouve qu'il fallait déjà aborder ce thème parce que la Coupe du Monde, il y a tellement de sujets à aborder que du coup je voulais quand même Ouais. commencer par décrire un Déjà, peu pour ou les... contre ou pas la Coupe du Monde à 48 équipes? Ah, bonne question. Perso, je suis... En fait, je sais même pas. Mathéo, vas-y, je te laisse réfléchir. Enfin, dire Alors, pour ton moi, avis. il y a une partie qui dit oui, il y a une partie qui non. Il y a une partie qui dit oui, parce que il y a des joueurs, la nationalité, tu la choisis pas. Tu as des joueurs et c'est un rêve de jouer la Coupe du Monde et ça permet donc même des équipes, par exemple, euh, ouais, l'Irak, par exemple, de jouer. Mais de l'autre côté, ça crée des matchs pour rien en fait, qui sont pas si regardés que ça et qui, pour moi, bah, c'est des matchs qui vont servir à rien, mais pour les supporters, pour les populations des pays comme ça, pour moi, le football, c'est un plaisir avant tout, donc pourquoi pas. Ouais, du coup, j'ai réfléchi. Moi, je trouve que je suis contre pour pareil, à peu près la même raison que Mathéo, c'est-à-dire que il y a des équipes dans le sens où ils méritent pas le mot Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est vraiment les meilleures équipes normalement qui se rencontrent. Là, sans manquer de respect, hein, comme d'hab, je manquerai de respect à personne. La Jordanie, excusez-moi, hein, mais pour moi, je l'associe pas au mot Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est France, Allemagne, Brésil, Italie. Mais là, voir l'Irak, l'Ouzbékistan, des trucs comme ça, pour moi, ça me fait pas rêver. Mais je suis pour, dans le sens où, bah, du coup, ça fait plus de matchs, et pour le divertissement, c'est mieux. Même si, bah, du coup, pour les joueurs, c'est difficile, mais nous, on aime le divertissement, donc autant de matchs, moi, j'aime bien. Mathias, toi, t'as un avis? Ah, moi, je suis complètement contre, hein. Moi, pour moi, c'est comme vous dites, c'est réservé à une élite internationale et je pense que les petites équipes, elles peuvent se qualifier, bien sûr, mais elles doivent passer par les qualifications. Les barrages, pour moi, ça sert à rien de faire une plus grande Coupe du Monde. T'as déjà les qualifications, t'as déjà les barrages avant. Là, ça rajoute des matchs pour rien. Je pense qu'il y aura des matchs avec peut-être zéro suspense. Après, peut-être qu'il y aura quelques surprises, mais ouais, je doute un petit peu sur ce format. Et puis maintenant, c'est même plus deux équipes par groupe qualifié. Il y a aussi cette notion de meilleur troisième. Donc, tu as l'impression que finalement, c'est quand même les élites qui vont s'en sortir. Donc, rajouter des équipes pour pouvoir faire des surprises. Et finalement, à la fin, on va se retrouver quand même qu'avec les élites mondiales. Ouais. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, c'est la première fois qu'on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Si on voit qu'il y a des surprises et tout ça, tant mieux pour le divertissement. Mais c'est vrai que dans le sens pour les joueurs, tout ça, ça rajoute de la fatigue pour rien. Et donc c'est un peu relou, on va dire, pour eux. Mais en même temps, pour nous, le divertissement, ça peut être pas mal. Et pour Ouais. Et puis les... le principe d'une Coupe du Monde, c'est aussi de faire jouer les meilleures équipes. Donc, C'est ça, c'est les ce que je barrages me font dis. déjà le rôle de filtre. Donc, ouais. Exactement. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y a du pour et du contre, mais en vrai de vrai, il y a surtout du contre. Donc on va commencer avec le groupe A, qui se compose du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la République tchèque. Je pense qu'on est sur le pire groupe, peut-être avec le groupe D, même le groupe B. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a beaucoup de groupes, en fait, bah ça fait pas rêver quoi. Mais on va rien dire, je vais continuer à parler. Du coup, le Mexique c'est quand même un pays qui souvent arrive à se faire sa petite place dans la Coupe du Monde, hein, même dans les Coupes du Monde à 32. Souvent, ils arrivent à sortir en huitième et tout ça. Et moi, dans le Mexique, ce que j'aime bien, bah, c'est cet homme, hein, Ochoa, le gardien emblématique du Mexique. C'est le seul joueur, il me semble, qui va participer à 6 Coupes du Monde. C'est pas encore sûr qu'il soit sélectionné et qu'il va jouer, mais c'est pour moi le gardien emblématique des Coupes du Monde. Quand je pense à un gardien Coupe du Monde, pour moi c'est Ochoa.
Je sais pas si vous pensez à d'autres gardiens devant Ochoa en Coupe du Monde, mais moi perso c'est Ochoa, Coupe du Monde. Mathias? Hum, Ouais, c'est ça, ouais. Sa longévité là, c'est assez impressionnant. Après, pas sûr qu'il. Je pense qu'il sera sélectionné quand même. Et je pense pas qu'il sera forcément titulaire. Et ouais, c'est quand même incroyable. Après, quand on pense à la Coupe du Monde, on pense aux grands gardiens, bien sûr, aux vainqueurs, Loris, Neuer, Emiliano Martinez. Ouais, Et voilà. lui. Mais ouais, Ochoa, franchement, c'est incroyable, hein. Chaque Coupe du Monde, il sort des masterclass, hein. 2022, face à l'Argentine, j'ai un souvenir parce que je crois que c'était le seul match du Mexique que j'ai regardé. Mais parce qu'avec les courses, c'était difficile. Mais face à l'Argentine, il avait sorti un gros match. Et surtout 2018, pour moi, 2018, c'est phénoménal. Face à l'Allemagne, j'ai le coup franc de Face à l'Allemagne, le Kroos. 1-0. Ah ouais, le coup franc de Kroos, et il va la chercher dans la lucarne. Pour moi, c'est. Waouh. Franchement, c'est à ce moment-là. Bah, déjà, c'était la première Coupe du Monde que j'ai suivie. Et c'est là où j'ai vraiment découvert Ochoa. Parce que Ochoa en club, c'est mitigé, hein. Il a vraiment pas fait une grosse carrière dans des clubs. Mais en Coupe du Monde, il répond toujours présent. C'est phénoménal, hein. Bah, Vas-y. je vais faire un peu mon histoire. Mais Ochoa, oui, en club, par contre, c'est irrégulier, ça, tout Mexicain pourra le dire. Mais par contre, en sélection, il est là depuis 2006. Les deux premières Coupes du Monde, il était remplaçant. Mais apparemment, il faisait un petit travail dans tout ce qui était entraînement et tout. Et par contre, le match qui a vraiment lancé sa carrière en, avec le Mexique, c'est surtout le match contre le Brésil en 2014 qui, apparemment, selon certains Mexicains, c'est son match référent de toute sa carrière avec le Mexique. Ça a fini sur un 0-0, mais sur le papier, le Mexique était parti pour s'en prendre 10, mais ça a fini sur un 0-0. Et puis encore plus récemment, en 2022, quand ils ont enlevé le penalty à Lewandowski contre la Pologne, c'était aussi fantastique. Mais pour moi, ça restera une star et même une légende de la nation du Mexique. Ouais. Donc on va pas s'attarder sur les autres équipes du groupe A. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le Mexique, je pense qu'il est favori de ce groupe A. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais Mathéo, Ouais. Mathéo, tu penses qu'il y a qui peut peut-être être premier dans le Mexique? Groupe A, je pense que, Pouah, en fait, c'est dur. Mais je pense que la République, ouais, les Tchèques, je pense qu'ils vont passer Mexique, Tchèque, Corée du Nord et puis Afrique du Sud. C'est Corée du Sud, mais c'est pas grave. Et Mathias, ton pronostic? D'accord. Alors on va passer au groupe B. Le groupe B, il se compose du Canada, de la Bosnie-Herzégovine, du Qatar et de la Suisse. On va d'abord s'attarder sur la Suisse, hein. La Suisse quand même qui est souvent dans les Coupes du Monde avec souvent les mêmes joueurs, hein. Les Rodriguez, les Shaqiri, les Xhaka, même Mbolo, hein, ça fait un moment qu'il est là. C'est souvent une équipe solide, pareil, ça passe souvent au huitième de finale. Je sais pas si vous pensez qu'ils vont faire un bon parcours ou pas. Mathias, tu penses quoi? Ouais. Ouais, pardon pour tout à l'heure, je pouvais pas répondre, mais vas-y, ouais. Par rapport au groupe A, je voulais juste dire que ouais, je vois pas trop de. Le Mexique est favori, bien évidemment. Après, les autres équipes, je les vois pas forcément aller très loin dans la compétition. Ni le Mexique d'ailleurs, honnêtement. Après, dans le groupe B, ouais, c'est vrai que la Suisse a une équipe intéressante. Euh, une équipe avec pas mal d'expérience, je trouve. Akanji, Elvedi, Zakaria, c'est des Xhaka, Mhm. c'est des joueurs qu'on connaît déjà pas mal et qui ont fait pas mal de matchs avec la Suisse. Kobel aussi. Et puis il y a ce petit Manzambi aussi de Fribourg, qu'on connaît bien du côté C'est du vrai. Bayern, puisqu'il a marqué 3 buts contre nous, je crois. Donc, ouais, C'est ils vrai ont une que, équipe intéressante. c'est vrai que la Suisse, cette année, c'est peut-être sur le papier la meilleure Suisse depuis. En tout cas, depuis que je les suis, entre guillemets. Mais je pense pas qu'ils ont eu une meilleure équipe sur le papier depuis peut-être les années 2000 ou j'en sais rien. On va passer aussi au Canada. C'est l'équipe qui a deux trois joueurs célèbres, hein. Alphonso Davis, bien sûr, le capitaine, il me semble, de cette équipe.
je suis même pas sûr, mais bon, voilà. Davis, bah, du coup, c'est la référence au Canada. Hein, je pense qu'ils n'ont pas connu un joueur autant fort depuis un moment. Après, ils ont Jonathan David, même si c'est plus le Jonathan David qu'on a vu à Lille. Cette saison, c'est vraiment moyen. Hein. Je crois que c'est 6 buts, toutes compétitions confondues, avec la Juventus. Voilà quoi, c'est pas fameux. Mais bon, après le Canada, ça peut être une surprise, mais sans plus. Hein. Je sais pas si vous pensez que ça va passer dans le groupe B. Je remonte le groupe B. Mais est-ce que pour vous, il y a une équipe autre que la Suisse qui peut rivaliser avec le Canada? Non. Non, Moi, je pense pas, ouais. euh, Bah, C'est vrai voilà, que déjà, c'est le problème de la Coupe du Monde à 48 équipes, c'est que tu te retrouves avec déjà le groupe A, groupe B, tu vois. C'est difficile de voir une équipe aller loin dans ces deux groupes. on va dire que ça fera pas beaucoup d'audience, quoi. c'est vraiment pas les groupes qui font le plus rêver. Hein. Il y a la Bosnie-Herzégovine, pardon, qui a deux trois petits bons joueurs, mais il y a Dzeko, je sais pas s'il va participer à cette Coupe du Monde, mais la Bosnie, je pense pas que ça va passer. Et après le Qatar, l'année dernière à domicile, déjà ils ont terminé quatrième, mais ça peut-être gratter une troisième place s'ils sont bons, hein, s'ils ont de la réussite aussi. Groupe C, Brésil, Maroc, Haïti et Écosse. Là, c'est peut-être un des plus gros groupes, hein, sur le papier, même s'il y a Haïti qui gêne un peu. Le Brésil, on n'est pas sur le Brésil des 2006, 2002 et tout ça. Mais sur le papier, ça reste quand même bon. C'est le Brésil, c'est la meilleure nation de tous les temps en termes de Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que ça flop? Mathéo, tu penses que ça flop le Brésil ou ça peut quand même faire un bon Oh parcours? oui, oui. Ah oui? Euh, bah, après, bon, j'ai vu qu'un match amical récemment, mais le jeu d'Ancelotti, il va pas avec le Brésil. Même les supporters, ils sont plutôt mitigés là-dessus. Pour moi, même les derniers résultats sur les dernières Coupes du Monde, c'est pas fameux. Ça prouve encore que aligner les meilleurs joueurs, c'est pas forcément la meilleure équipe. Et pour moi, si je dois faire un prono, ça partira pas plus haut que l'écart. Ok. Et Matcha, j'ai une petite question pour toi. Neymar, faut le sélectionner ou pas? Non, pour moi, non. Je pense que depuis qu'il a quitté l'Europe, il enchaîne parfois des blessures, parfois des. Je pense que c'est un joueur de spectacle, mais pour partir à la Coupe du Monde, moi, je le prendrais surtout pas. Enfin, je trouve qu'il y a des joueurs bien plus intéressants au Brésil que Ouais, Neymar. c'est surtout le message que tu envoies aux autres joueurs si tu prends Neymar, en fait. C'est ça, Ouais, Neymar, c'est, pour moi, l'image c'est que tu juste pour renvoies, le c'est pas nom. ouf. non, non. Et puis après, j'ai une grosse attente de Vinicius aussi. Est-ce qu'il arrivera à porter cette équipe du Brésil? Mm. Je trouve que Joao Pedro peut être intéressant aussi. Et je trouve une saison correcte avec Chelsea. Et Marquinhos qui va être très important aussi. C'est vrai que en vrai de vrai sur le papier le Brésil, il y a des gros noms, hein. Vinicius, Rafinha, Alisson, je sais pas s'il sera titulaire ou pas parce qu'il est blessé, mais je sais pas vraiment sa durée de blessure. Mais bon voilà, après il y a quand même du Matheus Cunha qui fait une grosse saison avec Manchester United. Bruno Guimaraes c'est très très fort. Casemiro il fait un retour avec United incroyable. Et après oui Marquinhos, bon bah c'est très fort, hein, c'est solide. Mais moi je trouve, je sais pas si Rafinha il va être blessé ou pas, je crois pas, il me semble pas. Mais sur le côté gauche, s'il y a Martinelli, ça va peut-être être le point faible. Je pense que le Brésil, sur le côté gauche, ça va pas faire du mal comme quand il y avait Neymar avant. Mais bon, on va pas s'attarder sur le Brésil. On va changer et on va passer avec nos amis marocains. Du coup, le Maroc qui participe encore une fois à une Coupe du Monde. Hein, le Maroc, on rappelle, la Coupe du Monde 2022, c'était demi-finale, parcours incroyable, avec des découvertes avec Unai, même Bounou, qui a sorti une super Coupe du Monde. On avait découvert aussi des Amrabat. C'était un super beau parcours pour eux. Mais là, ils reviennent avec une autre équipe. Par exemple, on voit des nouveaux visages comme Brahim Diaz. Est-ce qu'il va réussir à se relever de la CAN? À voir. Mais Bah, il a gagné la CAN finalement. c'est vrai. Bah, après, je
pense pas qu'on va entrer dans ce débat, mais en soi, c'est vrai qu'il a gagné dans un sens, mais en même temps, il a raté son penalty qui a fait perdre dans le jeu le Maroc. Mais on va voir s'il va réussir à se relever. Et je pense qu'il en est capable, hein. Ça peut être l'homme fort de cette équipe du Maroc, hein. Il a été meilleur buteur de la CAN. Même si avec le Real, il a perdu du temps de jeu, il y a moyen, il y a moyen qu'il fasse quand même une bonne Coupe du Monde. Après, on a du Ben Seguir, pareil. Même si Ben Seguir, je trouve que c'est pas fameux, hein. Normalement, c'est considéré comme une pépite. Moi, je trouve que cette saison, même avec Leverkusen, c'est pas ouf. Je sais pas si toi, Mathias, tu suis un peu Leverkusen et Ben Seguir, mais il me semble pas qu'il joue beaucoup, hein. Non, c'est pas le genre de joueur que je pense que peut porter le Maroc. Après, je trouve que le Maroc, c'est une belle équipe qui est assez régulière quand même. Mhm. Ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique, plutôt pas mal. Et puis voilà, après, Mm. Kimi, bien sûr, capitaine. C'est vrai. C'est vrai que Hakimi, capitaine, Bounou, toujours tête solide, même si je suis pas trop l'Arabie Saoudite. Et je sais que Bounou en Maroc, c'est très fort. Et après, il y a Aguerd aussi, très bon défenseur, même si avec Marseille, bah, je pense que c'est quand même le meilleur défenseur de Marseille cette saison. Mais il est souvent blessé, du coup, bah, il a pas le temps de prouver. Mais bon, on va changer d'équipe. Et du coup, la troisième équipe dans ce groupe qui est intéressante, c'est l'Écosse. L'Écosse qui est très très forte, je trouve, en ce moment. Avec, par exemple, sur papier, McTominay, hein, McTominay qui est peut-être le meilleur joueur de Naples, le meilleur joueur de Serie A la saison dernière. Robertson, même si c'est plus le Robertson des années 2019, 2018, tout ça, c'est quand même Robertson. Après, on a du McGinn avec Aston Villa, c'est plutôt pas mal. Tierney, bon. Est-ce que vous pensez que dans ce groupe, l'Écosse peut chercher la première place ou la deuxième place, ou vous pensez que le Brésil et le Maroc seront les deux premiers? Est-ce que vous pensez que l'Écosse, voilà, Mathias? Pas style à dire. Après, ouais, ils peuvent faire un truc, c'est sûr. C'est vrai que. Je pense pas que le Maroc c'est à des années-lumière de l'Écosse, hein, franchement. Après, à voir, à voir. C'est vrai Pas du tout. que. Mais bon, c'est sûr qu'ils peuvent finir meilleur troisième toujours. Ouais, c'est vrai On a que la quoi? troisième place maintenant, c'est ça qui est un peu relou avec la Coupe du Monde, c'est que même avec la troisième place, tu peux réussir à te qualifier, alors que pourtant, t'as fait par exemple deux matchs nuls et, et une défaite, et pourtant tu peux te qualifier en 16e là où. Je crois que c'est 16e, c'est ça, non? Ouais. C'est Mm. 16e, 8e, Ouais. oui, c'est bon. Bah, c'est ça, je trouve ça un peu moche par exemple. C'est comme à l'Euro 2016 avec le Portugal, ils ont terminé 13e, au final ils ont gagné l'Euro. Bon, même si je pense pas que l'Écosse peut faire comme le Portugal en 2016, mais bon, ça, il y a peut-être des équipes qui vont pouvoir se montrer alors qu'ils étaient 13e de leur groupe. Donc là, on va passer au groupe D, qui est composé donc des États-Unis, du Paraguay, de l'Australie, de la Turquie. On va étudier d'abord l'équipe de la Turquie. L'équipe de la Turquie quand même qui est maintenant assez populaire avec des noms comme Yildiz, Çalhanoğlu et j'en ai pas d'autres en tête. Mais ah oui, si, bah bien sûr, Claire. Güler, le crack Ah oui. exactement. Le crack qui depuis 2-3 ans maintenant que la Turquie fait des merveilles, hein, comme avec l'Euro 2024 où il met une superbe enroulée. Je sais plus c'était face à quelle équipe. Je sais plus c'était pas la Géorgie ou un truc comme ça. Mais Güler c'est peut-être un joueur à surveiller. Je sais pas de côté de la Turquie. Je sais pas si vous avez d'autres joueurs à surveiller. Mais je pense que Güler, il faudra faire gaffe à ce monsieur. Euh, Mm. Après on a du coup les équipes des États-Unis. Les États-Unis qui sur le papier a quand même quelques bons noms. McKennie, Robinson. euh, Bien sûr, comment il s'appelle, Pulisic, Pulisic. qui fait une Ouais. super saison avec l'AC Milan. Mais Balogun aussi. exactement Balogun, l'attaquant de l'AC Monaco, qui plante quelques buts quand il veut. Et après, il y a Dest aussi. Mais bon. Mais il y a surtout quelque chose, c'est la première Coupe du Monde pour Pochettino, l'entraîneur des États-Unis, qui pour le moment, ça fait 1 an ou 2 ans qu'il est là. Il a un plutôt bon bilan, hein, 14 victoires, 9 défaites. Bon, 9 défaites ça fait mal, mais 2 matchs nuls. Mais là, ils sont sur une bonne série, à part en match amicaux, mais sinon pour les qualifications, ils se sont qualifiés assez aisément. Donc, moi perso, je vois les États-Unis et la Turquie passer parce que je vois pas qui peut
qui peut se qualifier. On pourrait regarder le groupe, hein, mais Paraguay-Australie, est-ce que vous voyez une des équipes chercher une première ou deuxième place même? Je pense que ça va être serré hein, avec les quatre équipes là. L'Australie même, c'est pas. Je pense que c'est pas si loin que ça que la Turquie, mais bon, ouais, c'est vrai que les deux sont favoris. Après, pour revenir sur les États-Unis, c'est vrai que c'est une équipe assez jeune, sans expérience, et je pense que Pochettino, il peut apporter vraiment pas mal d'expérience. Ouais, ouais. Et c'est vrai que l'Australie, ils sont souvent en Coupe du Monde. Souvent, ils sont proches de la qualification en huitième, mais cette année, peut-être avec la troisième place, ils peuvent faire un bon parcours. Maintenant, on va passer au groupe E. L'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et l'Équateur. Là, pareil, il y a un grand nom qui sort, l'Allemagne. Mais l'Allemagne qui est assez décevante sur les dernières compétitions. Euh, Mathéo, est-ce que tu penses que cette équipe, elle peut faire mal quand même à la Coupe du Monde? Bah, moi, j'espère. Mais je pense que si on regarde les dernières Coupes du Monde, c'était assez quand même compliqué. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même l'équipe pour aller loin. Après, tout dépend Pour moi, ils les passent les poules larges, mais après, pour moi, c'est qui ils affrontent pour les phases éliminatoires. Ouais, mais là, pareil, l'Allemagne, sur le papier, c'est que des bons joueurs. Hein. Wirtz, même s'il fait pas sa plus grosse saison, ça reste quand même Florian Wirtz. Il y a Jonathan Tah, gros défenseur. Il y a du Voltemade, même si, pareil, il fait pas une grosse saison. Après, il y a la blessure de Serge Gnabry. Ça peut peut-être ça peut peut-être impacter un peu l'équipe, même si c'est pas non plus le joueur de l'Allemagne, mais ça peut peut-être impacter l'équipe. On regarde du côté du groupe F avec le Pays-Bas, le Japon, la Suède et la Tunisie. Pareil, là il y a un grand nom qui ressort, les Pays-Bas. Euh, Mathias, tu m'as dit que peut-être le Pays-Bas ça allait flop. Dis-moi Ouais. pourquoi. Ah, un peu comme l'Allemagne, je trouve que l'équipe ces dernières années, elle est un peu, je sais pas, elle est moins forte qu'avant. On avait la finale, depuis la finale 2010, les Pays-Bas, ils ont vraiment du mal. Après, ils ont des bons noms, des bons joueurs. Et je trouve qu'ils n'ont pas encore une unité en tant qu'équipe, en fait, finalement. On a avec Gravenberch, Gakpo, et il y a l'absence de Simons aussi. Mhm. Donc, je ne sais pas trop, en fait. Même si Simons en club, c'est pas ça. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal avec la sélection. Donc, à voir après, mais bon. Moi, je trouve que quand même, un peu comme à l'image de l'Allemagne, ils sont en train de décliner un petit peu. Bah, en vrai, tu parles de Xavi Simons qui est pas très bon club, mais en sélection, souvent il fait l'affaire. Bah, moi, ça me fait penser à Depay. Hein. Depay, cette saison en club, il connaît des galères avec un but et une passe D cette saison, ce qui est pas normal hein. Quand tu es au Brésil, avec un tel nom, normalement tu dois profiter là-bas et tu dois planter, mais bon, il est pas très bon club. Mais en sélection, c'est quand même dans les phases de qualification, 12 goal assists, c'est totalement. C'est vraiment incroyable pour Ouais, un mais j'ai attaquant. l'impression que la génération est un peu fatiguée après avec Van Dijk, ça fait longtemps qu'il est là, Depay, après De Jong, De Ligt, tout ça. J'ai l'impression que la génération est un peu passée maintenant. Ouais, C'est vrai j'ai que du ça mal à voir cette fait, équipe des Pays-Bas aller très loin. c'est vrai que ça fait un bon moment qu'ils ont à peu près la même équipe. Il n'y a pas de nom nouveau à part peut-être du Van de Ven. En vrai, il y a que Van de Ven et peut-être Rangers qui sont là depuis 2 ans, mais sinon, même pas. Peut-être un an, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas du renouveau. Après, il y a le Japon. Le Japon que j'ai pas en photo, mais Mathéo, tu me dis qu'ils sont outsiders. Oui, bah, on peut le voir notamment sur les derniers matchs amicaux. Ils ont rencontré l'Angleterre en mars dernier, je crois, où ils ont gagné 1-0. Pareil pour l'Écosse, ils avaient gagné 1-0 aussi. Et aussi le Brésil, je crois qu'il y a eu 3-2. Donc moi, je pense que personnellement, je les vois premiers parce que, comme disait Mathias, les Pays-Bas, je pense pas que ça finira deuxième, mais pas plus. Voilà. Ouais, et après, il y a la Suède aussi, même si ils ont connu une grosse comment dire, galère dans les phases de qualification parce qu'ils étaient derniers de leur groupe, mais c'est grâce à la règle de Ligue des Nations. Je n'ai toujours pas trop compris cette règle, mais la Suède, ils ont réussi à se qualifier grâce à un but en fin de match de Jokeres. À voir si la Suède arrive à s'imposer dans cette compétition, mais pareil, avec le format de la Coupe du Monde, il peut se passer plein de choses. Donc en Ouais. soi, la Suède, ça peut qualifier deuxième ou troisième et réussir à aller peut-être en huitième, en quart.
Parce que la Suède, sur le papier, c'est quand même fort. Et là, je trouve ce groupe F vraiment intéressant puisque je trouve que les quatre équipes peuvent se qualifier. Enfin, je trouve que c'est assez serré, donc ce sera intéressant à voir. C'est vrai que la Mm. Tunisie aussi, on n'en C'est un parle beau pas, groupe. mais la Tunisie aussi, ça peut être bon, hein. Souvent dans les CAN, ils arrivent à faire quelque chose. La dernière Coupe du Monde avec le groupe de la France, ils ont quand même réussi à les gagner. Donc à voir si la Tunisie aussi peut faire quelque chose. Mais bon, c'est vrai que ce groupe, il est assez serré. Groupe G, avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Là, c'est un groupe un peu moins serré. Peut-être la deuxième place qui va être serrée, mais je pense quand même que la Belgique, même si c'est pas la grande Belgique, c'est quand même la Belgique, hein, qui est maintenant en Coupe du Monde une des équipes favorites, hein, en 2018, demi-finale. 2022, il me semble qu'ils ont flop, mais ça reste quand même la Belgique. Pareil avec des gros noms. Même si c'est plus le gros nom d'avant, mais il y a quand même du Jérémy Doku, du Tillmans, Courtois s'il revient de blessure. Il y a De Ketelaere là, il y a. Pardon pour la prononciation, c'est. Je Onana sais. Ouais, aussi. c'est ça. Il y a Onana aussi qui fait une grosse saison avec Aston Villa. Ça peut quand même aller Puis chercher un bon parcours. le petit 2-4, il a seulement 17 ans aussi. Je sais que le Bayern est sur lui, donc c'est Mm. intéressant aussi. Ouais, Et il a été sélectionné sur les sur les derniers appels, donc ouais. Et après, il y a aussi l'entraîneur, hein, l'entraîneur de la Belgique, Rudy Garcia. Et Rudy Garcia, c'est très très fort avec la Belgique. C'est une seule défaite sur son premier match. Et depuis, il est invaincu. Avec, il me semble, 2 matchs nuls et 9 victoires. C'est complètement incroyable, hein. Même si ils ont rencontré des petites équipes, mais ils arrivent à planter et ça peut faire peur, hein. Quand en face, t'as l'Iran, la Nouvelle-Zélande, ça peut planter et ça peut faire mal à cette Coupe du Monde. On va passer au groupe H, l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Pareil, là il y a deux gros noms. Peut-être ça va jouer un petit match entre eux, ça va être peut-être sympa à regarder. D'abord l'Espagne. L'Espagne, bon, bien sûr, c'est peut-être la meilleure équipe favori. depuis. Exactement, c'est peut-être l'équipe favorite avec peut-être le meilleur joueur, Yamal peut-être. Il y a Pedri, pareil, un des meilleurs milieux. Il y a Nico Williams qui nous a sorti un euro en 2024 incroyable. T'as du Youssef, même si c'est pas le grand défenseur qu'on pensait, il est quand Ballon même d'or, là. Rodri. Il y a le ballon d'or Rodri, s'il ne se blesse pas avant, parce qu'on connaît sa faiblesse. Et il y a Cucurella aussi. Souvent, lui, dans les grandes compétitions, il est là. C'est comme Emiliano Martinez, une petite tête à claque, mais qui arrive à faire peur aux attaquants. L'Espagne, vous pensez que ça va jusqu'à où, Mathias? Ah, ça part pour gagner hein, presque, donc j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible pour eux, j'espère. Et je pense que ouais, je pense qu'ils peuvent la gagner, ils peuvent la gagner après avoir gagné l'Euro, ils partent comme favoris. Je crois. Et Mathéo, tu penses ça gagne? Ça va jusqu'à où? Mm. Ouais, pour moi, bah, c'est les favoris. Pour moi, ça va largement sortir des poules. Mais parce qu'ils ont tout, ils ont l'expérience et ils ont une belle jeunesse qui arrive. Donc moi, pour moi, ils cochent toutes les cases pour réussir une Coupe du Monde. S'il y a pas de blessure pour l'instant. C'est vrai que même Yamal, souvent, enfin de plus en plus, il se blesse. Là, il s'était blessé. À voir s'il est. Il va peut-être revenir en forme pour la Coupe du Monde. À voir. Et après, il y a l'Uruguay. L'Uruguay qui est toujours là dans les Coupes du Monde. Même s'ils font pas vraiment les meilleurs parcours à chaque fois, hein. En 2022, ça a galéré. Ils étaient dans le pire groupe et je crois, il me semble, ils ont réussi à se qualifier, mais c'était très très compliqué. Mais pareil, même si, d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse, Valverde Chouameni, là on a Valverde, grosse bagarre il y a eu. Euh, il est parti à l'hôpital. Est-ce que Valverde va pouvoir être sélectionné après ça? Ça va être compliqué parce que c'est quand même le capitaine, c'est l'homme fort de cette sélection. S'il est pas là, je pense que ça va être très très compliqué pour l'Uruguay, hein, Mm. parce que même s'ils ont quand même du Arauro, bon, Arauro c'est pas la référence en défense. Après, il y a Ugarte qui fait une bonne saison, mais bon, après, c'est compliqué, hein. Il y a plus Diego Godin, il y a plus Jiménez. La défense, ça va être fébrile. L'attaque, il y a plus les Cavani, les Suarez. Je sens que cette équipe, elle va peut-être flop. Moi, je vois bien une équipe d'Arabie Saoudite faire mal à l'Uruguay, comme à la Coupe du Monde 2022. Je sais pas si vous Mm. pensez que l'Uruguay ça flop. Mato, tu penses que l'Uruguay ça sort des poules? Bah pour moi, ouais, on parle de Valverde
actuellement à l'hôpital, donc s'il est pas là, c'est vrai que c'est lui qui fait tourner l'équipe, on peut le voir dans le jeu. Mais pour moi, c'est une équipe, à part quelques joueurs qui sortent du lot, euh, ça se penche trop sur les joueurs justement qui ont ce niveau. Et sans ces joueurs, je pense que l'Uruguay, ça va pas plus haut. Donc moi, je vois bien l'Arabie Saoudite faire une petite surprise. Ok, ok. Bah, merci de ton avis. Maintenant, on va passer au groupe de l'équipe de France avec du coup le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Là, c'est un groupe, on dirait sur le papier que la France va sortir largement, mais moi je pense que le Sénégal et la Norvège peut faire mal à la France, hein. On va commencer par l'équipe de la Norvège. La Norvège, je vais te laisser la parole, Mathias. Tu as dit qu'ils étaient outsiders peut-être. Tu peux me dire Ah pourquoi? ouais, mais là, ils enchaînent les résultats. Si on regarde les résultats récents, ils plantent énormément de buts. C'est assez impressionnant, je trouve. Il y a bien sûr Haaland à la pointe, donc ouais, c'est une grosse équipe. On voit les derniers résultats. Ils ont gagné l'Italie quand même 4-1 pour se qualifier. Donc ils ont gagné l'Estonie 4-1, pareil, l'Israël 5-0, la Moldavie 11-1, même si c'est la Moldavie, ils arrivent à planter énormément de buts. Donc ouais, ils sont intéressants. C'est la première Coupe du Monde d'Haaland, donc à voir, ouais. C'est vrai que sur papier aussi, la Norvège ça devient de plus en plus fort, hein. Haaland, Sorloth, Odegaard. Il y a des petits jeunes comme Nusa aussi, là, Nusa. Il y a le milieu Patrick Berg. C'est très fort, hein. Donc, ça va être une équipe à surveiller dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que avec le Sénégal, ça peut être très serré, la deuxième place, ou même la première place, hein, parce que ça peut faire mal à l'équipe de France. La Norvège, il me semble, ça a battu, euh, ça a battu l'Espagne pendant les préparations. C'est très très fort, la Norvège. Et ensuite, du coup, on va passer sur l'équipe de France. L'équipe de France, je pense qu'on ne la présente plus. L'équipe peut-être aussi favorite sur le papier avec du Michael Olise, du Mbappé. Même si Mbappé, ici, est très critiqué dans cette chaîne. N'Golo Kanté, peut-être, qui va être là, et je pense. Il y a Griezmann, malheureusement, il sera pas là. Je le vois sur la photo, mais il ne sera pas là. À part si retournement, mais personne n'y croit. L'équipe de France, ça va sortir normalement premier du groupe, peut-être aller en finale. J'espère pour eux, j'espère pour nous français. Mais ouais, c'est très très fort et j'espère que ça ira loin pour la dernière de Deschamps. Euh, et ensuite on passe au Sénégal. L'équipe du Sénégal, pareil. Je sais pas si on peut dire champion d'Afrique, mais ils Ah, peut-être ont. meilleure équipe d'Afrique, peut-être, mais champion, non, du coup. Bah, du coup, Mais oui, mais Officiellement, non. finalement non, mais officiellement, non. dans le jeu, on va dire Sur le, que Dans voilà. le jeu, sur le papier, je pense que c'est peut-être la meilleure équipe d'Afrique, c'est ça. Surtout avec Jackson en pointe. Hmm. C'est vrai que Jackson un pote ça va faire peur, hein. Mais après il faut pas le sous-estimer, hein. Jackson il Oui, peut-être non. dans les stats c'est pas non plus la folie, mais en termes de Ouais, goals dans par les stats, minute, de goals par minute, c'est voilà, le joueur du Bayern le plus décisif par par minute. minute. Ouais, parce qu'il Et je marque pense souvent en fin de il est un match. peu sous-coté, Jackson, parce qu'il a raté deux trois trucs avec Chelsea. Et en tout cas, dans ses déplacements, il est hyper intéressant. Euh, C'est vrai qu'il faudra faire attention pour les défenseurs d'équipe de France parce que l'attaque du Sénégal, il y a quand même Mané, même si c'est pas le Mané d'avant, ça reste Sadio Mané. Il y a du Nicolas Jackson, il y a Jacobs aussi qui est plutôt pas mal. Après, le milieu de terrain avec Pape Gueye, c'est très très fort. Euh, il y a Idrissa Gueye aussi. Idrissa Gueye, oui, c'est ça. Après, Dormendy, Mathias, il nous a dit dans le dernier TikTok, je sais pas si vous avez vu et je vous invite à voir. Et Dormendy, meilleur gardien de la compétition. Ça peut, ça peut se Bah comprendre. ouais, après, je sais pas, je me dis que peut-être que le Sénégal va encaisser aussi pas mal d'actions. Et puis Mendy avait fait une bonne Coupe du Monde là, en 2022, donc Donc, et la ouais. saison avec Chelsea, il avait fait des bons trucs. Et puis, même s'il est en Arabie Saoudite, ça reste quand même un bon gardien. Souvent, les gardiens, ça reste régulier. Donc, Edouard Mendy, s'il sort une compétition comme il l'a fait en 2022 ou même à la Cannes, ça peut être très très fort. On va passer au groupe J avec l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Bon, il y a une équipe qui sort du lot. C'est pas celle-là, même si l'Algérie ça peut faire peur. Et ça fait peur. Pardon, excusez-moi. Il y a quand même des gros noms, hein. Riyad Mahrez, même si c'est plus Riyad Mahrez avant, pareil, c'est très très fort. Il y a du Benrahma. L'Algérie, ça peut chercher un bon classement.
ça peut faire mal à l'Autriche. Pour moi, ça se vaut, l'Autriche et l'Algérie. Donc faudra faire attention. Il me semble que Lucas Zidane ne pourra pas participer à la Coupe du Monde. Après, c'est peut-être un bien parce qu'il est souvent critiqué. Donc peut-être tant mieux pour nos amis algériens. Mais oui, à l'Algérie, il faut faire attention parce que ils n'ont pas été à la Coupe du Monde depuis 2014. 2014, on sait très bien qu'ils avaient fait un bon parcours. Ils avaient été sortis par l'Allemagne sur peut-être le match de Neuer sur une Coupe du Monde. C'était la folie ce match. Même le gars de l'Algérie, il était trop fort. J'ai plus le nom, mais c'est vrai que l'Algérie en Coupe du Monde, il y a des bons souvenirs. Donc j'espère pour eux qu'ils vont faire un bon parcours. Parce que en vrai de vrai, sur le papier, ils peuvent en faire un. Et du coup, je parlais de cette équipe qui est favorite, l'Argentine. L'Argentine 2022, ils ont été vainqueurs. Est-ce qu'ils sont encore favoris? Ils font partie, mais c'est plus les numéros un parce que cette équipe elle vieillit. Bah, Ils ont souvent les mêmes joueurs. ça veut dire jusqu'à preuve de contraire, c'est les champions du monde, hein, donc ça reste une des meilleures équipes du monde. Sur le papier, peut-être c'est pas la meilleure par rapport à la France ou l'Espagne, même s'ils ont de très bons joueurs, mais je trouve qu'ils sont unis et quand ils jouent super bien. Donc je pense que ouais, ça, on peut les considérer comme favoris, on peut les considérer comme la meilleure équipe du monde aujourd'hui. C'est vrai que aussi c'est la dernière danse de Messi. Messi, on espère tous qu'il va faire une bonne Coupe du Monde pour peut-être sa dernière. On sait pas encore, il a pas dit si c'était sa dernière ou pas, mais vu son âge, je pense que ce sera sa dernière. Mais après, comme il a dit Mathias, l'Argentine sur le papier c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais il y a quand même des grands noms, hein. L'attaque sur le remplaçant, enfin sur le banc, t'as soit Martinez soit Alvarez, enfin en buteur t'as soit les deux, donc t'as le choix. T'as McAllister au milieu, t'as du Enciso en défense. Par contre, c'est là où il y a peut-être un petit comment dire, un petit point faible, hein. La défense, il y a Nicolas Otamendi, il vieillit, donc est-ce qu'il va avoir la, la même influence qu'en 2022 où il était très 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 fort. Et après il y a Balerji ou Senesi, le défenseur de Bournemouth, qui bon, c'est pas les meilleurs défenseurs, mais à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'Argentine, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal, hein. Moi je vois bien au moins demi-finale parce que c'est l'Argentine, c'est les champions du monde. Donc Après ça dépend vraiment s'ils tombent sur des grosses équipes plus tôt. Enfin, je veux dire, on peut pas trop pronostiquer maintenant encore c'est ça. Donc quand on n'a pas le tableau. il faudra pronostiquer peut-être au moment où on aura le tableau au moins des 16e de finale et tout ça pour voir qui se rencontre. Parce que là on l'a pas sous les yeux donc on peut pas trop savoir. Donc on va passer au groupe K, l'avant-dernier groupe avec le Portugal, la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan, la Colombie. Pareil, le Portugal, une des équipes les favorites parce que sur le papier c'est vraiment une très belle équipe du Portugal, hein. T'as du Vitinha, Neves, Mendes qui se connaissent très bien parce qu'ils ont Trio du joué récemment, PSG, hein, oui. Ouais. exactement. T'as du Ruben Dias qui est gros défenseur. T'as la dernière danse de Bernardo Silva aussi parce qu'après il va Et il y a un danse de se, CR7 aussi. aussi de ça, ouais, bien sûr, en fait, comment ne pas passer à côté de CR7 qui va disputer cette dernière Coupe du Monde. Dernière CR7, chance. on espère qu'il va quand même performer parce que faire une dernière danse en Coupe du Monde pour Ronaldo, je pense que il voudra marquer, il voudra Mm. monter son équipe jusqu'au bout de la compétition. Donc j'espère pour lui qu'ils vont aller loin. Et après, il y a Bruno Fernandes, qui cette saison avec Manchester United, c'est complètement incroyable. Il a plus de 20 passes D, c'est le record en première ligue, il me semble. Non, il me semble il y a De Bruyne qui est devant, mais c'est extrêmement fort Bruno Fernandes cette saison. Après, il y a du Cancelo qui fait une bonne saison avec le Barça. Non, mais l'équipe du Portugal, ça peut faire très peur à voir ce que ça donne dans le groupe parce qu'il y a aussi la Colombie. Colombie, pour moi, c'est l'outsider. Il y a quand même de très beaux noms, bien sûr. Comment ne pas passer à travers Rames Rodriguez, peut-être le milieu, même si je n'ai pas vécu la Coupe du Monde de 2014 dans le sens où j'ai pas regardé parce que j'étais trop petit. Mais Rames Rodriguez 2014 c'était totalement incroyable, même si c'est plus le même. Mais Rames Rodriguez c'est quand même hyper fort. Là pour les qualifs de Coupe du Monde, il a eu 10 goals assists. C'est complètement incroyable pour son âge et pour son niveau entre guillemets de club parce qu'il joue au Minnesota où il est pas très bon là-bas. Il a marqué non, il a fait une seule passe D il me semble en 4-5 matchs. Même si c'est le début, c'est pas le Rames Rodriguez
qu'on pensait qu'il allait performer au Real Madrid, au Bayern et tout ça, même si son passage Bayern, il était pas mal. Euh, Ensuite, on va passer au dernier groupe. Le groupe L, l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Mm. Je sais pas si vous pensez. Allez, comme ça. Mathias, tu penses qu'il passe premier entre la Croatie et l'Angleterre? Bah, l'Angleterre, enfin, sur le papier, c'est une équipe énorme. Je pense que on a peut-être la meilleure équipe du monde en termes de profondeur d'effectifs. Mhm. Ça se joue avec la France, mais je trouve qu'en termes un peu l'inverse de l'Argentine. L'Argentine, tu as des joueurs peut-être moins bons, tu as moins de profondeur d'effectifs, mais ils sont plus unis. Il n'y a presque pas d'alchimie dans cette équipe d'Angleterre, parfois, tu as l'impression. Donc, à voir. Et ils ont tous les éléments pour faire un grand truc. C'est vrai que là, dans cette équipe d'Angleterre, il y a Rice, comme on l'avait dit tout à l'heure. Rice, un des meilleurs milieux en ce moment. T'as Kane, qui est, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, peut-être le meilleur neuf. Et Saka aussi. Et Bukayo Saka, même s'il est souvent critiqué cette saison, ça reste quand même le meilleur buteur d'Arsenal. Sans lui, Arsenal il galère, donc Saka ça reste très très fort. Et après, on a une équipe jeune, hein, on a Elliot Anderson qui a fait une super saison avec Nottingham Forest, même si Nottingham Forest ils sont dans le dur, mais ça reste très très fort. Et après, on a une défense qui est la même depuis un moment avec John Stones, pardon, peut-être Alexander Arnold, je sais pas s'il va jouer, mais il y a aussi Lewis Kelly qui va faire sa première Coupe du Monde. Et bien sûr, le gardien ça bouge pas depuis 2018, Pickford. Pickford qui est toujours là, qui est toujours bon avec l'Angleterre. Moi je pense que cette équipe d'Angleterre peut faire mal dans cette Coupe du Monde. Peut-être pas autant que comme on l'a dit avec la France, le Portugal ou même l'Argentine. Moi je pense que c'est en quart de finale. C'est déjà pas mal, même si sur le papier je trouve que ça peut aller en demi-finale, même finale. Ah ben, je pense qu'ils vont jouer pour la gagner, hein. Après, quand tu as des joueurs comme ça, t'es obligé un petit peu. C'est ça. Et donc on va faire un petit bilan de... Ah non, pardon, j'ai oublié l'équipe de la Croatie. L'équipe Ah de la oui, Croatie qui est la même quand même depuis un moment. Enfin, même si je trouve ah oui, mais c'est en train de changer. On est en train de passer je trouve sur... que c'est une équipe très sous-cotée sur ces dernières années. Ils sont toujours au haut niveau, hein, que ce soit en 2018 ou en 2022. Et puis, il y a toujours l'expérience de Perisic, Modric. Ils vont jouer, je sais plus. Ouais, si, C'est- Modric c'est sa dernière Coupe du Ouais, Monde, pareil pour Perisic. Et même Kramaric, il est toujours là depuis un moment. Il y a des noms qui sont là depuis un moment. Même le gardien, ouais, il y a, Livakovic, il avait sorti une super Coupe du Monde 2022, surtout face au Brésil. Je me rappelle, il avait récupéré la note de 10 sur la chaîne de l'équipe, enfin sur le journal de l'équipe après le match face au Brésil. C'est une performance incroyable. ouais. Après, quand je regarde, comme on l'a dit, sont assez vieux, c'est souvent les mêmes. Là, je vois l'âge moyen 29,2 ans. Enfin, c'est environ 29 ans l'âge moyenne. C'est quand même assez vieux, mais comme tu l'as dit, c'est très sous-côté. 2018, c'était finale perdue face à la France, mais ils avaient fait un super parcours en éliminant l'Angleterre. 2022, ils ont terminé 3ème en battant le Maroc pour le match de la 3ème place. La Croatie c'est très sous-côté, même si je trouve que ça perd de la qualité. Mais il y a des jeunes qui se révèlent aussi. Moi je pense à Vuskovic. Il fait une super bonne saison avec Hambourg. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre parce que Ouais. celui-là ça va être Skovic, un... Exactement, c'est Kovic. Stanisic aussi, du Bayern. Stanisic, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que en Croatie Ah, et souvent quand ça même, fait il du bon est, boulot. Ça fait du il bon est boulot. titulaire avec le Bayern. Quand tu vois qu'il est 2 fois titulaire contre le PSG, déjà, il est en train de devenir petit à petit un cadre du Bayern, hein. Ouais, même si c'est peut-être pas le meilleur défenseur, mais c'est comme un peu un. Peut-être ma comparaison est pas bonne, mais avec un Zule. Mais pour moi, ça fait penser D'ailleurs, aussi un peu. Zule, il prend sa retraite J'ai vu ça, Ouais. mais pour ses à 30 ans, 30 ans. Ouais, c'est c'est assez assez jeune. jeune, mais Mais en même temps, quand tu vois son physique et ses blessures, tu te dis, vaut mieux peut-être ouais. s'arrêter maintenant que encore Ouais, mais détruire ton image. Parce que. pour revenir sur Stanisic, je pense que c'est un joueur de club. Il donne tout en tout cas pour le Bayern, et je pense qu'il va y rester presque toute sa carrière. Après, c'est vrai que quand même, il est assez polyvalent en défense, et je trouve que c'est un bon élément pour la Croatie. Ouais, donc l'équipe de Croatie, il faudra faire attention. Donc là, on a terminé la partie Coupe du Monde. Et là, on va passer au petit mini-jeu. Le petit mini-jeu, ça va être un devine le joueur. Je vous explique les règles en 2 secondes. C'est-à-dire que en gros, je vais dire un club. euh, je vais dire un club, le début du club d'un joueur, son premier club.
Ils vont essayer de deviner le joueur. Et après, s'ils n'ont pas trouvé, je dis le deuxième club qui l'a fait, etc. Jusqu'à qu'ils ont trouvé. Et ça va en 5 points. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais dire, en fait, je vais faire sa carrière. Mais je vais m'arrêter à chaque club pour savoir s'ils ont une hypothèse ou un truc comme ça. Et s'ils ont le premier qui a bon pour un joueur, il a gagné. C'est compris? Ok. Ouais. Ouais, ok. On va commencer. Premier joueur, premier club, c'est Dynamo Zagreb. Est-ce que vous avez une hypothèse? Modric. Ah ben voilà, il a gagné. C'était Ah, Luka Modric. waouh. C'était rapide. Voilà, Luka Modric, bien sûr. Je fais sa carrière pour ceux qui savent pas. Dynamo Zagreb. Ensuite, il est parti en prêt au HSK, pardon. Ensuite, il est parti en prêt à Inter Zapreci. Je sais pas où c'est, mais j'ai trouvé ça. Et ensuite, il est parti à Tottenham, au Real Madrid et à l'AC Milan. Deuxième joueur. Hop. Premier club, Sochaux. Marcus Thuram. Mais wesh! Il a encore bon. Marcus Thuram. Ouais, ouais, ouais. Wow, 2-0 pour La théorie, il est Matteo. en feu. Marcus Thuram, Merci, merci. il a fait Sochaux, Guingamp, Borussia Mönchengladbach et l'Inter Milan. Troisième joueur, Majorque. Une hypothèse. McKinley. Kanginli, tu veux dire? Kanginli. Non. Oui, Kanginli. Mathias, hypothèse. Je sais pas du tout. Ok, on passe au deuxième club, Real Madrid. Une hypothèse, personne. Hmm. C'est pas grave, si vous n'avez pas, je passe Euh, au prochain. Vas-y. Il y en a un petit. Peut-être l'autre là, Thibaut, non? Cherche. Je sais pas. Bon, allez, on passe au prochain. Espagnol, Barcelone en prêt. Kubo. Non. Ensuite, prochain club, le Paris Saint-Germain. Ah, là, on devrait l'avoir, non? Je sais pas. Ouais, Real Madrid, normalement. Paris Saint-Germain. Asensio. Exactement. 3-0 pour Matteo. Et là, ça commence à faire mal. 3-0 pour Matteo. Je- C'est propre, Marco Asensio. Je vais terminer par Paris. Ensuite, il part à Aston Villa. Et ensuite, Fenerbahçe. Quatrième joueur, pour peut-être le 4-0 de Matteo. Ajax Amsterdam. Le Liert. Exactement, De Ligt. Waouh. Mathis De Ligt. Là, Ouais, il a eu de la chance aussi. C'est comme tout à l'heure Modric. Mais là, c'est de la chance. Mais bon, peut-être tu l'as dit parce que c'est le seul qui est passé au Bayern. De Ouais. Peut-être en grand nom, entre guillemets. Mais bon. Donc 3-1 pour Matteo. Tout est à refaire. Ensuite, là, je pense que vous allez galérer. Parce qu'il y a beaucoup de clubs. Donc, Cobreola. Bon, là, vous aurez pas. Donc, je skip direct. Udinese. Toujours pas. Là, peut-être ça va vous aider. Colo Colo. Quoi? Colo Hein? Colo. C'est un club. Vous connaissez pas le club? Non. Ensuite, River Non. Plate. Toujours pas. Astantuano? Non. Et là, ça va peut-être commencer à bouger. Di Maria? Non. Non. Barcelone. Euh, Je pense pas que vous allez quand même l'avoir Alexis là. Sanchez. Oui. Et wesh. Oh, 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 Genre oh. là, tu triches pas Ouh, là. celui-là. Genre là, tu triches pas là. Non, non, alors là, non. Non, non, non. En C'est fait, possible, c'est possible. Sur l'Udinese, j'avais un doute. Mais après, River Plate Bah, et moi, Colo je Colo. savais même pas River Plate, il jouait là-bas. Je savais pas il avait joué à Cobrelola. Je savais Colo Colo et Udinese, mais après, quand j'ai vu River Plate, je me Moi, suis dit, bah wesh. si, River Plate, si. Moi, j'ai aucun souvenir. En plus, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur lui. Ah, ok, bah aussi ça aide. Pour ça, peut-être. Donc 4-1 Ok. pour Matteo. Balle de match peut-être sur le prochain joueur. Là, c'est peut-être un peu plus connu, surtout au niveau des clubs. Bon, peut-être pas le début. Vitoria. C'est un club. Ouais, bah non, je vais pas vous dire en fait. Vitoria. Ah, Victoria Pilsen. Non, 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 c'est Vitoria. En fait, c'est Vitoria. Ah. C'est juste ça le nom du club. Mais là, vous aurez pas. Donc ensuite, Benfica.
Mhm. Peut-être pas. Et là, ça va peut-être commencer à être plus simple. Chelsea. Toujours pas. Paris Saint-Germain. Euh, non, comment il s'appelle? Aucune hypothèse des deux côtés. Non. Jeudi prochain. Non. Là, normalement, vous l'aurez. Hein. Je répète. Vitoria, Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain et Chelsea. Oh putain. Prochain, Attends. vas-y, prochain club. Arsenal. Ouais, ouais. Vous l'avez toujours pas. De toute façon, le dernier club, vous l'aurez. Avec le dernier club, vous l'aurez. Flamengo. Donc là, ça donne des indices déjà. Ah, Thiago Silva. Non. Chelsea. Flop. Là, il fait Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Chelsea, Arsenal, Flamengo. Prochain club. Bon, là, il va pas vous aider. Fortaleza. Attention, là, je vais dire le dernier club et vous l'aurez sûr et certain, normalement. Vraiment sûr et certain. Là, c'est le plus rapide, ok? 3, 2, 1. Ah oui, Pafos. je crois que je l'ai. David Louis. Oui, Ouais. Ouais, ben, oui, ouais. ah merde, Et c'est donc la j'ai victoire bégayé. de Matteo, David Luiz, 5-1. Je vous fais les deux derniers joueurs en vite fait. Vous essayez de deviner quand même. Pour peut-être Mathias recoller au score. Il en reste deux. Dortmund, Hmm. Chelsea. Sancho? Qui? Sancho? Non. Et l'AC Milan. Pulisic. Exactement. 5-2 pour Mathias. Il va peut-être pouvoir recoller au score. Enfin, pour éviter C'est joué sur l'humiliation. la rapidité, là. Ouais. Pulisic, bien sûr que, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait une grosse saison cette année avec l'AC Milan. Et ensuite, le dernier joueur, Crenarol, Almeria, Mhm. Benfica. Mhm. Et là, vous l'aurez, je pense. Liverpool Merde. Euh, et Al Hilal. oh merde, Fabinho? putain, Nunez. Oui, Nunez pour Matteo. Ça fait 6-2. GG à toi, Matteo, pour ce quiz. C'est toi qui gagne ce premier mini-jeu. Bien joué à toi. Je pensais pas que t'allais Mais, partir favori. Mais franchement, mais moi non. c'est très très fort ce que t'as fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les différents réseaux, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. De toute façon c'est TikiTalk, vous cherchez TikiTalk avec le même logo, vous trouverez. N'hésitez pas du coup à nous suivre durant cet été parce qu'on va surtout poster cet été. On va voir si on continuera après, mais pour le moment ça va être un projet qu'on a prévu pendant cet été. Donc n'hésitez pas vraiment à nous suivre, à faire partager à tout le monde et tout parce que ça va être vraiment incroyable avec la Coupe du Monde et tout ça. Ça va être vraiment une superbe émission. Donc j'espère que vous allez suivre tout ça avec nous. Donc merci beaucoup. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Suivez-nous sur les autres réseaux. Et je vous dis ciao ciao. Ciao. Ciao.